Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Focus sur une mythique paire de chaussures féminines en équilibre entre mode et danse, c'est la ballerine Repetto qu'on veut tout à nos pieds. Nous vous emmenons dans l'atelier de Noé Duchaufour-Laurence, le designer parisien à la touche minérale et sensuelle. Visite gourmande de Lyon avec un guide de choix, c'est le chef étoilé Christian Tête-Doigt qui nous parle de sa ville. Pantheon, c'est la jeune marque qui réinvente les codes du streetwear en proposant un vestiaire pop, décalé et anti-premier degré, terriblement parisien. Mais tout de suite, c'est Point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. Boring, la lingerie, cette marque très Frenchy va vous faire changer d'avis. À bas imprimé gnangnan et dentelle de grand-mère, ma petite culotte réinvente notre vestiaire de sous-vêtements. Leur devise, séduction et humour. Le combo parfait pour se prendre votre chérie. Une salle de spectacle, des studios, le pavillon noir, c'est tout à la fois. Lieu de création, d'expérimentation, de découverte et de rencontre. Un véritable temple de la danse, de la première répétition jusqu'au soir de la représentation. Le tout dans une architecture de fer et de béton en plein cœur d'Aix-en-Provence. Un peu plus de 60 ans après sa première publication, l'ouvrage mythique d'Henri Cartier-Bresson est réédité pour notre plus grand plaisir. Robert Capa l'avait qualifié comme la Bible des photographes, Cocteau comme un chef-d'œuvre. Dès la couverture signée Matisse, c'est un objet d'art. On fait pas que du foie gras dans le Midi-Pyrénées. Là-bas, une entreprise un peu spéciale fabrique ses cubes monochromes de 12 cm. En fait, c'est quoi? Un ordinateur compatible avec tous les périphériques. Un concentré de technologie et de performance, mais chic aussi, proposé dans différentes coloris et matières pour ne pas déteindre avec le parfait décor de notre salon. Petit tour en Dordogne pour découvrir les secrets de la légendaire, la seule, l'unique ballerine Repetto. C'est notre focus. Cela vous a fait fantasmer petite fille, les tutus, les ballerines, les danseuses. Aujourd'hui, vous pouvez porter au bout de vos pieds un petit bout de ce rêve grâce à la ballerine. Créée en 1957, elle fait ses premiers pas sous les projecteurs du monde du cinéma, au pied de la fameuse Brigitte Bardot. Dieu créa la femme et pour Bardot, Repetto créa la ballerine de ville. Une ballerine fabriquée comme le chausson de danse, mais qui ne vous oblige pas à vous déplacer en pas chassé, promis. Donc ce que l'on a fait depuis maintenant bientôt 70 ans, on fabrique toujours nos ballerines de la même manière que les chaussons de danse. On les coud, donc il n'y a pas de colle, elles sont cousues, et ensuite elles sont retournées, un peu comme on fabrique des vêtements. On coud les manches lorsque le vêtement est à l'envers, ensuite on retourne le vêtement. Bien, nous sommes les seuls à savoir faire ça. Et pendant très longtemps, tout le personnel qui était sur notre site de production ne savait faire que ce type de produit. Un accessoire féminin qui vous donne l'allure gracieuse de la danseuse. Ce que l'on essaye d'apporter aux femmes qui achètent tous nos produits, nous essayons de leur donner l'attitude de la danseuse. Des petits bijoux made in France, fabriqués dans la plus grande tradition, au cœur de la Dordogne, comme l'aurait voulu Rose Repetto. Alors l'usine Repetto a été installée à Saint-Médard suite à Rose Repetto qui avait un petit atelier dans une chambre de bonne à Paris et la chambre de bonne a brûlé et donc elle a cherché quelqu'un qui pourrait lui faire ses chaussons et ses chaussures de danse et donc elle avait des cousins en Dordogne et du coup ils se sont mis à faire des chaussons de danse et ça a dérivé vers la ballerine de Brigitte Bardot. Ici, le ballet de danse prend forme. Là, nous sommes dans le secteur en fait, de la pointe où il y a la fabrication du chausson de danse. Et de l'autre côté, vous avez la fabrication du la chanson de ville. Alors les trois étapes, c'est donc le montage à l'envers. Ensuite, on va la piquer. On remet la chaussure à l'endroit, c'est-à-dire qu'on va la détourner. Donc à la sortie du montage, nous avons la pose première de propreté
Donc la personne, elle met de la colle dans toute la chaussure et elle applique une première de propreté qui est en cuir blanc. Ensuite, l'étape suivante, c'est le bichonnage. Le bichonnage, c'est le nettoyage de la chaussure. Donc la chaussure est nettoyée dehors, dedans. Il y a une étiquette de composition qui est posée dans la chaussure. Donc après le bichonnage, il y a l'opération de mise en boîte. Donc vous voyez la boîte, ce sont des boîtes noires avec du rose dedans. Un bien bel écrin pour ces souliers délicats qui s'exportent en France et dans le monde au pied de tous, et pas seulement des femmes. Oui, vous avez bien entendu, la ballerine pour hommes, c'est so chic. La dernière en date, c'est qu'il y a Stromae qui, dans un journal un jour, a annoncé qu'il aurait adoré avoir des ballerines pour hommes parce que c'était introuvable et que c'était quelque chose qui aurait convenu à son style. Donc nous avons fabriqué une ballerine pour hommes. Et il les porte aujourd'hui sur scène. Donc on doit rester les yeux ouverts sur toutes les évolutions qu'il y a, rester ouvert à tous ceux qui créent l'actualité pour pouvoir redonner et donner en permanence à la marque un renouveau et d'être vu d'une manière surprenante pour que les consommateurs ne s'endorment pas avec la chaussure qui avait été faite par Brigitte Bardot en 1957, il y a quelques semaines déjà. Une chaussure intemporelle mais toujours renouvelée, au pied de la parisienne en trench ou de Stromae sur les planches. Classique ou rock, une chaussure qui donne envie d'être collectionnée. Rendez-vous au cœur de la capitale pour découvrir le portrait de Noé Duchaufour-Laurence, un talentueux designer made in France. Noé Duchaufour-Laurence est designer et architecte d'intérieur français, à la renommée internationale. Ce qu'on aime chez lui, à part sa barbe de 3 jours et ses yeux bleus bien sûr, c'est la sensibilité de l'homme qui s'exprime au travers de ses dessins. Ma plus grande source d'inspiration, c'est des moments de contemplation. C'est souvent des moments qui sont très liés à l'affect et à du plaisir, à du bonheur, qui finalement me rendent heureux et ou mélancolique, ou en tout cas qui suscitent une émotion chez moi et qui vont, que je vais essayer de retranscrire dans un projet. Des mobiliers aux lignes courbes et sensuelles, des intérieurs cosy où il fait bon se retrouver. C'est en plein cœur de Paris qu'il nous a donné rendez-vous pour assister à la présentation presse d'un nouvel ensemble de bureaux, dont il s'est vu confier une partie de l'architecture d'intérieur, celle de l'Atrium. L'inauguration officielle est dans 24 heures, alors c'est encore un peu le chantier, mais à terme, ça ressemblera à ça. Un espace de vie au cœur des 3800 m² du bâtiment, où l'aménagement de l'espace réalisé par Noé, tout en courbe et volupté, vient briser les lignes droites de l'architecture. La trame qui est inscrite ici a été vraiment un support pour pouvoir justement exprimer quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus courbe. Quelque chose de plus confortable qui permet aussi de se sortir un peu de l'espace de travail pur, souvent des open space, etc. Des lieux de ressourcement, de rencontres aussi, mais des lieux où on va prendre un peu plus de temps, qui sont ces cellules-là, qui sont des espaces un peu plus fermés. Une architecture d'intérieur qu'il décrit comme une carte météo, composée de courants d'air chaud ou plus tempérés, qui viennent s'inscrire dans l'espace pour offrir aux futurs usagers des îlots de confort aux couleurs automnales. C'est vrai que tout ce qui est en relation directe avec nos émotions liées à la nature, à l'environnement, notre relation comportementale, et qui peut être traduite par la forme, par la matière, par la manière de concevoir les espaces, c'est vrai que finalement ça c'est un peu ma source d'inspiration et mon référent. En me rapprochant un peu de cette idée de saisonnalité, j'ai pu reconnecter, si vous voulez, cet espace à des choses que l'on connaît tous, des référents universels. Et je pense que c'est ce qui permet, dans un espace qui peut être assez radical et presque austère, par moment, l'espace de bureau. Aujourd'hui, avec cette lumière naturelle, avec ces formes qui le sont aussi, on retrouve quelque chose qui est assez proche de nous au final. Dans tous les travaux réalisés par Noé, on retrouve une certaine naturalité exprimée au travers des formes et des matières. Et cette dualité entre le naturel et une parfaite maîtrise technique. Depuis 2000, il dirige sa propre structure. Bienvenue. Une agence de création où il emploie des designers et des architectes d'intérieur qui travaillent studieusement pour l'aider à donner vie à ses dessins. Design de mobilier ou d'objets, architecture d'intérieur pour des galeries, restaurants ou magasins de luxe, Noé Duchaufour-Laurence semble être un touche-à-tout. Pourtant, tout est lié.
Le fond de mon travail et vraiment ce qui m'anime le plus, on va dire que c'est l'objet. Mais l'objet, en fait, finalement, quand on commence à poser plusieurs objets dans un espace, on commence à créer un espace à proprement dit, une identité. Et finalement, aller au bout jusqu'à l'architecture intérieure, c'était une prolongation presque naturelle. Une petite équipe et des projets choisis, qu'il mène ainsi à sa manière pour ne pas perdre sa liberté. La création, c'est aussi cette possibilité d'avoir la liberté de pouvoir accepter ou refuser des projets. Travailler sur une géométrie qui soit adaptée à ce qu'on est. Mais surtout, garder son authenticité. Le plus dur dans un projet, je pense que c'est justement de faire en sorte qu'il garde son intégrité, sa force, qui est le point de départ du projet, tout le long de ce processus qui est un processus de décomposition, recomposition, reconstruction. Et faire en sorte que voilà, ça tienne, ça soit toujours un peu la même identité, la même énergie qui soit ressentie à la fin dans l'objet final en tout cas. Achever un travail sans jamais se perdre en route pour offrir un objet ou un lieu où chacun se retrouve. C'est la force de Noé Duchaufour-Laurence. Une identité personnelle pleine de poésie, nous, on adore. Bonjour Noé. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien. On m'a dit à l'agence que j'allais vous trouver ici. Oui, tous les matins. J'essaye vraiment d'être là tous les matins. C'est pour démarrer, c'est un peu mon sport matinal, on va dire. Concrètement, là, vous avez vos dessins, d'ailleurs, qui sont sublimes. Votre agence, là, du moment où vous dessinez, elle est au ralenti parce que j'ai appelé. Et sur le répondeur, il y a une très jolie voix qui dit « L'agence est au calme ce matin ». Alors l'agence est au calme, oui, c'est vrai que c'est récent, ça. On a installé... mis ce système en place pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a une différence entre une agence classique, je vais dire, un studio de création, un lieu de création. C'est vraiment un lieu de concertation, de réflexion et on a besoin aussi de ce calme, ce moment. À la base, vous avez étudié la sculpture. C'est une histoire de famille, la sculpture? Mon père était sculpteur, oui. Ouais. Polytechnicien avant, sculpteur ensuite. Ma mère était prof de dessin, il y a quelque chose dans l'air. Oui, donc quand même, c'est quelque chose qui est en vous. Plus ou moins. Vous n'avez jamais peur de la page blanche? Là, vous venez ici tous les matins, vous dessinez tous les matins. Vous ouvrez pas un jour le cahier et vous dites « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dessiner aujourd'hui ?» Non, en fait, j'ai jamais le temps de tout poser, donc non, je crois que... Non, déjà, j'ai pas assez de temps pour pouvoir faire tout ce que je devrais faire. Cette nuit, j'ai dû me réveiller pour dessiner en pleine nuit, donc non, il y a des moments comme ça. Après, il est vrai qu'il y a des moments un peu où on sèche un petit peu, l'inspiration est moins au rendez-vous, moins propice. Si vous pourriez vous définir, ça serait comment? Je sais pas, j'ai beaucoup de questionnements, je pense que c'est aussi le process créatif qui amène à ça, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le doute, dans la recherche perpétuelle. J'essaie d'être le plus honnête possible vis-à-vis de ce que je produis, de ce que je fais et ce que je donne. J'essaie de le faire avec, j'allais dire, passion, un peu d'amour et voilà. C'est quoi un bon projet, Noé? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Vous êtes connu en général, pourquoi? Justement, voilà. C'est quoi la Noé Touch? Je pense que sensualité, forme, matière, un équilibre, voilà, quelque chose d'assez proche du corps et qui soit en contact aussi avec ce qu'on est, c'est-à-dire juste. Enfin, je pense que le plus beau compliment qu'on ait fait sur mes meubles, c'est quand on les caresse. Ouais. Maintenant, il est vrai que j'ai pas envie de faire que ça. Il y a des moments où j'ai un parti pris complètement différent. J'ai envie d'exprimer quelque chose de beaucoup plus radical, beaucoup plus dur, beaucoup plus brut. Et ça dépend du lieu, ça dépend du contexte, ça dépend du sujet. Noé, la création française a une place à l'international. Le design, l'architecture, il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être parfois admettre aussi quelque chose d'imparfait qui fait que c'est un peu la French touch. C'est ça, c'est encore une fois beaucoup de sensibilité. Je pense qu'on n'a pas peur de dévoiler nos sentiments. Le côté français, finalement, ressort en permanence, c'est-à-dire un peu d'émotion, malgré une grande construction derrière, quelque chose un socle quand même, encore une fois. Il y a un passé industriel aussi, il y a quelque chose de... mais il y a aussi le métier d'art, il y a aussi cet artisanat qui est omniprésent en France. Donc c'est toutes ces choses qui amènent peut-être cette richesse. C'est important pour vous la relation avec vos artisans. Et ça aussi, c'est une richesse de la France. C'est merveilleux. Et puis c'est merveilleux parce que là, on rentre dans des siècles d'histoire à chaque fois qu'on commence un projet.
Et il y a toujours une envie d'aller un peu plus loin et de ne pas justement s'attarder sur le passé, d'essayer d'aller de l'avant, tout en respectant bien sûr des métiers, des savoir-faire. Et ça, c'est vraiment une richesse. Oui. À quoi vous rêvez en ce moment, Noé? D'un atelier au bord de la mer, comme d'habitude. D'accord. Et je pense vous poserez des jolies tables. Là, on est sur des tables, on est sur une revisite d'objets, un sujet assez intéressant, mais très délicat. Bon, on a hâte de les voir en vrai. Merci beaucoup, Noé. Merci. Nous pouvons désormais arpenter les rues de Lyon au bras de notre guide étoilé. C'est notre repérage et c'est maintenant. Bienvenue dans la région Rhône-Alpes, dans la 3e ville de France. Lyon nous accueille aujourd'hui pour une balade très gourmande. Et pour cause, puisque notre guide du jour est Christian Tête-Doigt, le chef étoilé d'un restaurant prestigieux lyonnais. Bonjour, Christian Tête-Doigt, je suis heureux de vous accueillir ici à l'Anticaille, lieu emblématique de Lyon. Et on peut dire qu'on est déjà tombé amoureux de Lyon grâce à la vue exceptionnelle du restaurant. Je suis arrivé à Lyon en 79, donc il y a quand même un bon moment. Je venais du pays nantais et je suis tombé amoureux de cette ville et des Lyonnais et de la cuisine lyonnaise, parce qu'elle a une âme, cette cuisine. Et alors, c'est quoi l'âme de cette cuisine ? La cuisine lyonnaise est une cuisine intelligente qui a été créée par des femmes qui n'avaient pas beaucoup de moyens et donc ont utilisé des produits simples et on en fait une cuisine très gourmande. Alors ici, nous sommes sur la terrasse de l'Anticaille. On voit la Saône, la place Bellecour et grâce à la trouée de la Charité, on aperçoit le Rhône. Au fond, le quartier de la Part-Dieu avec les nouvelles tours qui se construisent, la cathédrale Saint-Jean, vous avez l'Opéra de Lyon, le grand dôme qu'on voit là-bas. En 2 minutes, on fait la visite de la ville de Lyon. Et à propos de visite, accompagnons maintenant le chef dans le Saint des Saints, sa cuisine. Point du chef. Ah, nous avons ce qu'il faut là pour le martet de veau, s'il te plaît. Les cuisines d'un grand restaurant, c'est un peu comme les coulisses d'un théâtre. C'est là que se prépare le spectacle des sens. Et voilà, le homard et tête de veau, braisé au jus de carotte. Direction le bar du Carlton maintenant, on va trinquer avec le chef dans ce lieu cosy. Christian le barman est un vrai passionné qui sert des cocktails étonnants. Ici, il y a une belle équipe de barman. C'est pour ça que j'aime bien venir, parce qu'on essaie toujours des trucs nouveaux. Et on a la même passion. Donc ce qui est chouette, c'est qu'ils font les cocktails un peu comme nous, on fait les assiettes. Donc, ils cherchent toujours des trucs nouveaux, des présentations nouvelles. C'est un travail de chaque instant, la création. Donc il faut toujours avoir l'esprit en éveil. Et voici une création spécialement inventée pour Christian Tête-Doigt. Quand un chef étoilé rencontre un barman surdoué, évidemment, ça parle saveur, parfum et mélange créatif. Mais ça, c'est marrant. J'aurais pas osé mettre la rose avec le sureau et ça fonctionne vraiment bien. Oui, mais en fait, c'est juste... le dosage est super fin. Très léger en rose pour pouvoir apporter juste ce côté très envoûtant de la rose. Oui, parce que c'est un parfum qui est tellement envoûtant. C'est super bon. Fin de la journée, l'heure d'une balade à la fraîche. Nous partons sur les pentes de la Croix-Rousse, un quartier populaire de Lyon. C'est ici que le botaniste Jean-Emmanuel Gilibert a créé un jardin au XVIIIe siècle. C'est là que les mères cuisinières venaient pour chercher des petites herbes aromatiques que ce botaniste avait plantées. En toute discrétion, la nuit, elles venaient chipper des branches pour pouvoir aromatiser leur cuisine. Encore aujourd'hui, elle m'inspire et donc, quelque part, quand j'ai besoin de réfléchir, je suis un peu plus proche d'elle. J'espère que cette visite de Lyon vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'y venir. Je vous dis à bientôt.
La relève du jour, c'est Déborah Amaral et sa marque de streetwear branchée, Panthéon, un bon coup de frais dans votre dressing. C'est au fond d'une cour pavée du 4e arrondissement de Paris que siège l'atelier d'une féerique créatrice. Son nom, Panthéon. Des créations aussi hybrides que poétiques, comme cette pièce un peu folle mais iconique de la marque, la robe casquette. Bonjour, je m'appelle Déborah Amaral, je suis la créatrice de la marque Panthéon. Panthéon qui est une marque de streetwear créateur qui se joue beaucoup des codes du streetwear. Donc au début j'ai commencé en faisant des robes casquettes justement qui voulaient contredire les codes de la mode, justement en prenant quelque chose de très masculin et street et en le transformant en quelque chose d'hyper féminin. Hyper féminine, c'est en tout cas l'idée de la nouvelle collection bleu, blanc, rouge French Lesson de Panthéon. Alors du coup, au début, tout a commencé dans ma chambre. Enfin voilà, c'était vraiment à la débrouille. Je faisais de la restauration le soir, dès que je pouvais, pour réussir à payer les tissus, machin. Et après, pour les premiers moments cool, je me rappelle qu'on avait envoyé à la styliste du Grand Journal les photos des robes casquettes, justement. Et elle a adoré, elle est venue chez moi, elle est venue tout de suite prendre les robes casquettes. Et 2 jours après, ça passait sur le Grand Journal, sur Charlotte Lebon, avec Rihanna sur le plateau. Et à partir de là, tout a commencé. Premier buzz, et ensuite, c'est là qu'on a commencé à bosser avec New Era, puis avec Adidas. Premières collections sont sorties, enfin voilà. Donc justement, on a notre collection SS16 French Lesson en exposition. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on fait un peu de set design. J'ai fait des ballons de plage, j'ai même fait des parasols, des serviettes de plage. Bon là, il n'y a pas tout qui est là, mais on peut un peu s'imaginer. Et on fait aussi nos propres meubles, toujours en géométrie. Le bricolage et les triangles, ok. La géométrie, Déborah, c'est son point fort puisqu'elle dessine des costumes tout en volume, représentant les codes des super-héroïnes de son adolescence. Comme sur Femme, du coup, on a fait une Marianne pour du coup synthétiser notre collection French Lesson. Et pour te donner un exemple aussi de ce qu'on en fait de ces costumes, justement, ensuite on a fait un espèce de défilé, une performance avec. Du coup, on fait toujours vivre nos costumes dans des performances avec notre réseau de danseuses qui nous aident beaucoup et qui nous suit depuis le début, comme Ilva Fall, Clara Lacquiz, Amélie Poulain. Enfin, c'est ce qui fait vivre nos costumes à la fin, c'est vraiment de les faire porter par des performeuses qui incarnent vraiment les personnages. Et c'est ce qui donne aussi à chaque costume une vraie histoire et une vraie profondeur. Exit les costumes et retour sur la dernière collection, un peu plus portable, aux 3 bandes bleu, blanc, rouge. Vous reprendrez bien un petit peu de leçon française ? Alors maintenant, je vais te parler un peu plus en détail de notre nouvelle collection French Lesson pour l'été 2016. Donc, je l'ai divisée en 4 parties. Et donc, la première partie, c'est principalement du coton piqué, avec du blanc, justement les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, mais avec un cocktail de couleurs un peu plus pimpé que les vraies couleurs, parce qu'on retrouve un bleu piscine, un rouge framboise. Je joue beaucoup avec les codes du polo et du tennis. Ensuite, j'ai travaillé dans une seconde famille beaucoup la raffia, comme tu peux voir sur mon petit blouson. La raffia, du coup, c'est vraiment une autre matière que je voulais vraiment intégrer parce que d'habitude, elle s'utilise pas dans le vêtement et ça donne vraiment un volume particulier et ça rappelle justement vraiment la plage, l'été. Je l'ai aussi travaillé un peu avec du blanc parce que blanc et raffia, ça donne un côté très épuré que j'ai adoré aussi. Toujours avec plein de découpes qui font penser justement à des architectures que moi j'adore. Un style architectural graphique. Oui, mais Déborah, dans tout ça, quelles sont tes réelles inspirations ? Donc du coup, évidemment, c'est vraiment inspiré de la French Riviera, de Jean-Paul Goude, qui à l'époque avait vraiment été le premier à montrer la France avec une autre vision et une autre manière, justement avec ce côté black blanc beurre. Je me suis beaucoup inspirée aussi de Brigitte Bardot et du film Et Dieu créa la femme, pour ce côté French Riviera et cette manière de mettre cette femme enfant en avant que j'adore. Et aussi parce que Panthéon est toujours une histoire de graphisme et de découpe, je m'inspire toujours de l'architecture et ma grande passion c'est Mondrian. Ok, on note pour Mondrian. Et ta devise pour finir ? Alors, la devise de Panthéon, c'est passion, force et aventure. Version
française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!